aux gens? Oui, merci Anne-Marie. Bonjour, je m'appelle Lisa Benisti. Je suis de l'organisme Prise 2 et aussi en lien avec l'équipe de recherche Erasme. Et en fait, ce sont les trois partenaires, alors le regroupement, Prise 2 et l'équipe de recherche Erasme, qui vous proposent cette série de conférences. On avait commencé au moment de la pandémie. On trouvait vraiment très excitant à ce moment-là de pouvoir se retrouver chacun chez soi et en même temps tous ensemble pour s'alimenter autour de différents sujets, différents thèmes, entendre des chercheurs, des organismes, euh, nous partager leurs réflexions, leurs recherches. Et on n'a jamais arrêté. On trouve toujours ça pertinent, toujours ça intéressant. D'ailleurs, si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde, vous êtes les bienvenus à nous faire des propositions. Et aujourd'hui, on est là pour entendre la deuxième partie de la conférence de Katharine Larose-Hébert, qu'on est vraiment très, très heureux d'accueillir. C'est vraiment un privilège parce que cette première conférence nous a énormément plu. Ça remontait à 2021, cette première conférence, et le sujet nous a beaucoup touchés et on a souhaité aller plus loin. Alors nous revoici quelques temps plus tard. On est bien content que vous soyez là. Est-ce qu'il manque des petits morceaux d'information, Anne-Marie? Est-ce que tu veux compléter? Non, ben je pense on a vraiment fait le tour là, pour la présentation des grandes conférences de l'alternative. Peut-être, Catherine, on peut te laisser te présenter un peu plus en détail toi-même parce que je pense qu'on le fait toujours mieux nous-mêmes pour ce genre de choses-là. Donc, on te laisserait la parole. Puis c'est une présentation qui va faire plus de 45 minutes. Donc, on va se lancer sans plus tarder parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Puis par la suite, on va pouvoir prendre vos questions. Vous inviter aussi à poser des questions dans le chat là, si jamais vous avez des questions sur lesquelles vous aimeriez avoir une réponse en cours de route. Là, on s'assurera de faire remonter les interrogations et questions. Alors, encore une fois, ben, merci beaucoup, Catherine, d'être là et bonne conférence, tout le monde. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci, Lisa. Je vais juste vous partager mon PowerPoint, juste pour prendre quelques petites secondes. Alors, voilà. OK. Donc, alors aujourd'hui, ben, comme on a introduit finalement, c'est la deuxième partie d'une conférence que j'avais donnée il y a un certain temps, donc en 2021. Donc là, on est 3 ans plus tard, en 2024. Mais comme on expliquait, je vais quand même faire un survol de la première partie, juste parce qu'elle est difficilement tu sais, on ne peut pas vraiment passer à la deuxième partie sans avoir eu certaines informations là, de la première partie. Alors, je vais vous faire une petite synthèse de la première partie du livre, mais avant, je vais en profiter pour me présenter. Alors, excusez, j'ai comme perdu, là. Voilà, non, je ne suis pas capable de changer mon PowerPoint. Pourquoi? Oh là là. Bon, OK. Je vais départager. Ah, je l'ai eu. OK. Alors, pour ma présentation de moi, alors au départ, moi, j'ai fait un bac en psychologie, puis suite à ce bac-là, j'ai décidé de partir travailler dans le milieu de l'intervention communautaire. Donc, j'ai travaillé dans le milieu communautaire dans différentes branches, tu sais, dans du travail de rue, j'ai fait aussi de la gestion d'organismes communautaires, de l'intervention dans des centres de toxicomanie ou disons, de personnes en situation d'itinérance. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs populations dans le milieu communautaire. J'ai adoré mon expérience. J'ai voulu par la suite aller chercher une maîtrise en travail social. Donc, je voulais continuer à faire mon éducation, si on veut. Et pendant que je faisais ma maîtrise, c'est là que je suis finalement tombée en amour avec les études supérieures et la recherche. Donc, j'ai décidé par la suite de faire un doctorat, encore une fois, en travail social. Et dans le fond, ce que je vous présente aujourd'hui, ben, c'est le livre que j'ai publié qui fait en fait état là, de cette thèse de doctorat que j'ai effectuée entre 2010 et 2015. Donc, c'est sûr que l'information que je vous présente aujourd'hui, hein, la collecte de données a été faite en 2013-2014, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choses là, qui peuvent être comparées à la situation d'aujourd'hui. Les données sont peut-être un petit peu plus vieilles, mais il y a quand même beaucoup d'échos, là, je pense qu'on peut faire avec l'Organisation des services en santé mentale aujourd'hui.
Donc, suite à l'obtention de mon doctorat qui portait là, sur l'expérience vécue des personnes qui utilisaient des services en santé mentale au Québec, j'ai obtenu un poste donc de professeur en travail social à l'Université Laval. Dans cette université-là, j'ai travaillé, entre autres, à enseigner l'intervention en santé mentale, tu sais, avec une couleur travail social. Donc, comment les intervenants, les travailleurs, travailleuses sociales pouvaient travailler avec des populations qui ont été psychiatrisées. Et suite à mes presque 5 ans à l'Université Laval, j'ai fait un autre transfert. Maintenant, je suis rendue professeure à la TELUC, qui est une université à distance, mais au sein de laquelle il y a un programme d'un diplôme spécialisé de 2e cycle en santé mentale. Donc maintenant, j'enseigne exclusivement dans ce champ d'études-là et c'est aussi dans ce champ que toutes mes recherches là, sont situées. Alors, ça, c'est un petit peu pour vous brosser là, le portrait de moi. Alors, pour faire le petit plan de la présentation, comme je vous disais, bon, au départ, on fait un retour sur la partie 1. Je vais essayer de définir certains concepts que vous allez voir qui vont être utiles pour comprendre l'ensemble de la présentation. Puis, par la suite, on va aller vers la partie 2, qui est, dans le fond, l'explication de comment est-ce que les politiques ou les structures vont forger l'expérience de la vie quotidienne de la population. Puis, dans le cas de cette présentation-là, donc des personnes qui utilisent des services en santé mentale au Québec. Alors, je commence souvent mes présentations comme ça. Je me dévoile en partie, donc parce que c'est quelque chose que j'ai fait à l'intérieur de mon livre, donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Comme je vous disais, j'avais fait une maîtrise, puis ma maîtrise, je l'ai fait en fait sur la stigmatisation vécue par les personnes qui étaient en situation de pauvreté, puis qui vivaient dans un logement social, donc un logement subventionné. Alors, au départ, moi, j'avais été beaucoup impliquée dans tous les mouvements de défense de droits des locataires, dans mon travail en tant qu'intervenante communautaire. Mais quand je suis arrivée au doctorat, ben, j'ai un professeur, Néry Setama, qui m'a dit, Catherine, en tant que personne vivant avec un diagnostic psychiatrique, utilisatrice de services en santé mentale, pourquoi tu ne ferais pas ta thèse sur quelque chose que tu connais, puis quelque chose qui va peut-être t'offrir un accès privilégié par le fait de ton identité et de ces caractéristiques-là, donc de vivre avec un diagnostic psychiatrique. Et même si ça m'a fait très peur de prendre cette voie-là, qui a été à la fois très confrontante pour moi, mais qui m'a appris énormément, j'ai fait ce saut-là et donc j'ai écrit une thèse au jeu pour bien situer le fait que donc, je dis au je, mais par la suite, un récit au nous pour montrer que finalement, j'ai des expériences partagées avec les personnes qui ont participé à mon projet de thèse de doctorat et donc des personnes avec qui j'ai partagé leur existence de vie quotidienne, leur utilisation de services. Qui sont, dans le fond, les stars de mon travail, les personnes sans qui tout ça ne serait pas possible. Donc, je les remercie d'avoir participé à ce processus-là de création de ce petit ouvrage-ci qui est publié donc aux presses de l'Université du Québec, si jamais vous avez envie d'en apprendre plus en détail. Donc, pour débuter la présentation, avant tout, je voulais juste faire un petit coucou parce que j'ai une de mes collègues, Isabelle Lepin, qui, dans son cours de pratique avancée, un cours de 2e cycle en travail social, va présenter cette conférence, hein, parce que dans ses cours, elle présentait l'ancienne conférence, la première, mais elle était bien excitée d'avoir les deux parties. Et donc, elle offre toujours un cours qui porte sur ce sujet-là. Donc, je leur fais un petit salut à tous ces groupes qui verront ma conférence. Alors, pour commencer, ben, je me suis dit, ben, parlons un peu d'un livre qui a forgé finalement ce qu'on appelle mon cadre théorique pour cette thèse-là. Alors, c'est le livre d'Asile de Goffman. Alors, juste pour comme, tu sais,
en guise de rappel, si on veut, le mot asile, c'était les institutions qu'on pourrait dire qui sont les hôpitaux psychiatriques dans l'époque pré-désinstitutionnalisation. Donc, environ, là, si on veut, là, dans les années, jusque dans les années 60 environ, là, on appelait ça des asiles où les personnes qui vivaient des difficultés liées à leur état de santé mentale allaient potentiellement résider pour plusieurs années, souvent qui étaient dans une situation là, d'internement forcé, puis qui pouvait s'étaler sur plusieurs années. Donc, Goffman est un des auteurs qui est à la base, si on veut, de tout ce mouvement-là là, de désinstitutionnalisation, parce qu'il a mis en lumière ce qui se passait vraiment dans les asiles, puis les conséquences sur les personnes de vivre dans ce genre d'institutions que lui va nommer totalitaires. Tu sais, c'est des institutions dans le sens qui décident quand tu manges, où tu vas, où tu dors, tu sais, donc qui ont comme un contrôle total sur l'existence de la vie quotidienne. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une étude ethnographique, donc une étude où il est allé observer tous les jours comment les gens qui étaient internés vivaient, ce qu'elles avaient à dire, c'était quoi leurs expériences. Puis ce qu'il a conclu, en fait, c'est que les personnes qui étaient internées, par leurs interactions quotidiennes avec leur environnement, donc l'asile, puis le personnel qui y travaillait, vont vivre une forme de dépersonnalisation. Donc, on va un peu, donc, si on veut, on va reformater l'identité de la personne au fur et à mesure qu'elle a des interactions avec le personnel soignant, avec la structure, ses règles, ses règlements, etc. Alors, ce qui va nous dire, c'est qu'en fait, elles deviennent des malades dans une structure. Donc, c'est la structure qui crée d'une personne qui était auparavant, qui n'avait pas de diagnostic, qui rentre dans une structure, on lui donne un diagnostic, et donc, elle va devenir des malades. Puis c'est des malades que cette structure-là va dire à la société, va nous dire, ben, on va les reformater, on va les reformer pour qu'elles deviennent des personnes normales. Alors, ce processus-là de transformation, si on veut, de l'identité, il a appelé ça une carrière morale. Mais là, le mot carrière ici, il ne faut pas l'entendre au niveau comme une carrière de professeur ou de chercheur ou donc lié avec une profession. C'est plutôt l'expérience de ce qui forge une expérience de vie quotidienne, un peu similaire à si on était dans une carrière. Alors, pour donner plus de jus là, à ma définition, là, alors, Goffman, lui, va dire la carrière, ça réfère globalement à l'organisation de l'existence quotidienne. Alors, les interactions qui composent notre vie quotidienne. C'est un concept qui nous permet d'étudier les modifications qui interviennent dans la personnalité du fait de cette carrière-là. Donc, ça va nous transformer de vivre ces différentes expériences-là quotidiennes. Donc, c'est la structure de notre quotidien, puis les contraintes qu'on va vivre dans cette structure-là du quotidien qui vont créer l'identité, donc le soi. Alors, pour Goffman, le soi, ce n'est pas une entité qui est fixe, qui reste toujours pareil, c'est quelque chose qui est variable, qui peut se reconstruire, se transformer au gré de ces carrières-là. Alors, lui, ce qu'il a étudié, c'était donc la carrière des personnes qui donc vivaient dans l'asile. Alors, ce qu'il va proposer, c'est que les conditions objectives, les conditions objectives, c'est par exemple, comme on disait, l'heure à laquelle on mange, le lieu où on dort, comment, par exemple, les hôpitaux sont structurés, est-ce qu'il y a des vitres qui séparent le bureau de l'infirmière, puis il y a une salle qui est de l'autre côté. Donc, toutes des conditions qui sont objectives de la vie quotidienne, qui vont former le soi, donc l'identité, et qui vont aussi modifier l'opinion que la personne va avoir d'elle-même. Donc, on va se reconnaître autrement parce que possiblement la structure nous voit autrement que nous, comment on se perçoit. Donc, le soi reconstruit réside dans les dispositions d'un système social. Alors, un système social, par exemple, ça peut être le système de services en santé mentale. Donc, c'est un système qui a été construit par la société.
Donc, l'institution ou le système va devenir capable d'engendrer des attributs identitaires, donc des caractéristiques identitaires, dans le sens où elle impose une contrainte à l'être lui-même, donc à la personne. C'est contraignant, donc ça nous force à nous transformer. Alors là, je vais l'expliquer. Là, Ah oui. Excuse-moi, Catherine, j'allais t'arrêter pour m'assurer qu'on ait des exemples concrets de ça. Tu sais. Oui, on s'en vient Comment. là. Oui, OK, parfait. Super, je te remercie. Puis il y avait une autre question, peut-être pendant que je t'interromps, Oui. à savoir à quel point Goffman a eu une influence sur le processus de la désinstitutionnalisation au Québec. Parce que je sais qu'il y avait toutes sortes de penseurs qui réfléchissaient les conditions en Mhm. asile, mais est-ce que Oui. Goffman a eu une influence comme les fous qui crient au secours, par exemple, auraient eu une influence aussi au Québec, à ta Ben, c'est sûr connaissance? que, tu sais, si on regarde comment Goffman, son influence, c'est surtout aux États-Unis, hein, parce que lui faisait partie de l'école de Chicago. Donc, c'est un sociologue qui résidait, ben, donc, qui a fait ses travaux sur les structures aux États-Unis. Mais tu sais, c'est comme une espèce de combinaison de plusieurs influences. On peut penser aussi à Michel Foucault, hein, qui a écrit le livre qui a été publié exactement la même année que Asile de Goffman, qui est Histoire de la folie à l'âge classique, qui a aussi fait une critique ou nous a permis de concevoir l'asile autrement que comme un milieu qui était de soins puis qui permettait aux gens de s'épanouir. Donc là, ça l'a participé. Et en même temps, au Québec, on a eu les Fous de cris au secours qui avaient aussi un discours de l'intérieur qui venait remettre en question finalement euh, l'impact de ces structures-là, de ces institutions-là sur le bien-être, puis l'insertion sociale, etc., des personnes qui vivaient dans ces asiles. Donc, c'est vraiment une combinaison de plusieurs influences, mais je dirais que oui, évidemment, ça a eu un impact sur comment le Québec a décidé de se structurer là, par la suite. Puis, je ne sais pas si c'était... Oui, 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 tout à fait, merci. Fait que je te laisse Donc là, continuer c'est sur la carrière. Oui. Alors, la carrière, c'est un peu, j'avais besoin de vous donner autant d'informations conceptuelles parce que ça va nous permettre après ça de mieux comprendre, hein, parce que j'avais dit au départ, là, c'est comme bien des concepts pour commencer, mais par la suite, là, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus concret. Donc, on va parler de la carrière, finalement, des personnes utilisatrices de services de santé mentale. Mais tu sais, donc, moi, je me suis un peu appuyée, comme vous avez pu voir, sur ben, ce que Goffman avait vu dans les années 60. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être aussi intéressant de voir, malgré que l'asile, tu sais, n'existe plus en tant que tel, on a quand même une structure de service, une organisation de service qui cible les personnes qui ont des difficultés liées à leur état de santé mentale. Est-ce que ça peut être similaire? Et là, ce que je vais vous montrer finalement à travers la présentation, c'est que ben, il y a beaucoup de choses qui ressortent qui sont similaires, mais j'ai juste sorti donc un petit peu de ces théories pour rajouter des éléments euh, plus liés, disons, au contexte québécois. Alors, ce que j'ai fait, moi, pour ma thèse de doctorat, puis qui est le livre que je vous présente, c'est une étude ethnographique que j'ai faite au sein du réseau de services en santé mentale au Québec. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai accompagné environ 95 personnes pendant qu'elles utilisaient des services. Donc, ça pouvait être aller chez leur psychiatre, ça pouvait aller dans un groupe tu sais, pour des personnes vivant une double problématique dépendance santé mentale, ça pouvait être dans des centres de jour, dans tu sais, de l'hébergement, etc. Donc, je me promenais avec les personnes pendant qu'elles utilisaient des services et j'observais. Hein, donc, première étape, observer les interactions des personnes, hein, entre elles, avec le personnel soignant, entre les personnes, avec leurs intervenants, avec les règlements qui étaient imposés par la structure. Donc, j'observais ces personnes-là. Puis ça m'a permis aussi, par la suite, d'étudier, ben, qu'est-ce qui forge, qu'est-ce qui construit cette expérience-là. Hein, donc, le volet un peu au niveau des relations de pouvoir, alors, ce qui est invisible. Hein, donc, on le sait, par exemple, que bon, ben, dans telle ressource, on est obligé d'avoir un diagnostic, par exemple, pour pouvoir accéder au service de cette ressource-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'en sorte que ce règlement-là existe, puis donc va créer l'expérience de cette personne-là qui risque d'être admise ou pas au service selon qu'elle a un diagnostic ou pas. Donc, ça, c'est ce qui va forger son expérience. Et
toutes ces deux étapes-là, donc d'observer puis de voir ce qui se trouve derrière, ça permet de comprendre c'est quoi les répercussions de l'organisation des services en santé mentale sur l'identité profonde des personnes qui utilisent ces services. Alors, qu'est-ce qu'on entend par moment modulateur? Alors, ça, c'est vraiment le concept que moi, j'ai développé dans ma thèse pour montrer finalement que bien, une personne qui utilise des services en santé mentale vont vivre certaines expériences, puis ces expériences-là vont participer à transformer leur rapport à eux-mêmes, leur rapport aux autres ou leur rapport à la société. Donc, ça va créer une forme de transformation de l'identité. Alors, ces expériences-là, je les ai nommées des moments modulateurs. Donc, ça module qui on est. C'est ça que je vais vous présenter là, dans les prochaines diapos. Donc, la transformation de soi. Alors, ce que moi, j'ai pu observer, c'est que les personnes qui sont utilisatrices de services en santé mentale, par leur trajectoire dans ces services-là, puis par les expériences qui découlent de l'utilisation de ces services-là, vont vivre des transformations identitaires qui sont générées par les structures. La multiplication de ces expériences-là, donc de ces moments modulateurs-là, participe à maintenir les personnes dans les services plutôt qu'à leur permettre de s'en affranchir. Alors, ça, c'est des moments modulateurs. Alors, ainsi, la personne graduellement va avoir besoin de se transformer pour parvenir à s'adapter à ces nouvelles conditions d'existence, donc celles qui sont offertes par le réseau. Hein, parce qu'on le sait que des fois, qu'est-ce que le réseau nous propose? Bien, c'est un cercle, puis nous, on est un carré. C'est pas mal difficile d'entrer dans qu'est-ce qu'il nous propose comme offre de service. Alors, c'est un peu ça là, dans ce sens-là. Alors, la transformation de soi à travers les moments modulateurs, moi, je les ai, comme je vous ai dit, séparés en 3 différentes façons qu'on se transforme intérieurement. Donc, un, c'est notre rapport à nous-mêmes va se transformer. Le rapport qu'on entretient avec les autres, comment on perçoit les autres, va se transformer. Puis l'autre élément, c'est le rapport à la société. Comment on perçoit la société, nous dans la société dans laquelle, à laquelle on appartient. Donc, j'ai fait ressortir certaines expériences qui participent, selon moi, à la transformation du rapport à soi. Donc, dans un premier temps, on a le mois d'avant. Donc, le mois d'avant, ça, c'était quelque chose que les participants allaient toujours me raconter. Le mois d'avant, ça pouvait être le mois, l'identité ou le mois avant la maladie, hein, avant l'émergence des symptômes. Ça pouvait être le mois avant la rencontre des services en santé mentale. Ça peut être le mois avant le diagnostic, etc., etc. Donc, c'était une identité qui était avant tout ça et qui était différente de celle qu'on avait maintenant. Puis une des façons que j'avais observé que les gens allaient se référer à cette personne-là là, qui était avant, c'était souvent en gardant des photos qu'il y avait sur eux, soit dans leur portefeuille, dans leur voiture, etc. Puis souvent, ils allaient sortir ces photos-là d'eux-mêmes, puis ils allaient me décrire qui cette personne-là était avant. Donc, c'était comme une partie d'eux-mêmes qui n'existait plus ou qui existait en partie. Alors, ça montre qu'il y avait comme une transformation. L'autre élément de transformation de soi, c'était par rapport au moi malade. Donc, le moi malade, c'était encore une fois, c'est de se percevoir soi comme étant malade. Hein, parce que ce n'était pas nécessairement comme ça qu'on se percevait avant. On pouvait se percevoir comme sensible, comme traumatisé, comme différentes façons de se concevoir. Mais là, avec le regard psychiatrique, si on veut, avec le diagnostic, ben, on devient une identité qui est malade. Ça nous amène aussi à vivre, ça, c'est des expériences qui étaient partagées hein, par les participants, donc les 95 participantes, qui n'étaient pas nécessairement toutes présentes, là, ils n'ont pas vécu nécessairement toutes ces expériences-là, mais disons que c'était ce qu'il y avait de plus transversal à travers les témoignages des personnes que j'ai accompagnées. L'autre élément, il y avait ce qu'on appelle la honte de soi. Donc,
finalement, les gens souvent avaient honte. Ils ne voulaient pas que les autres sachent qu'il y avait justement un diagnostic ou qu'ils prenaient de la médication. Donc, ils essayaient d'éviter ou qu'ils vivaient dans une ressource d'hébergement parce que là, ils disaient, ben, je suis obligé de marquer mon adresse parce que là, si je marque mon adresse, ils vont savoir que j'ai un problème de santé mentale. Donc, il y avait tout cet élément-là là, de cette honte-là que les gens transportaient du fait d'avoir reçu un diagnostic puis d'être utilisateur de services en santé mentale. Alors ça, évidemment, tu sais, on peut comprendre que quand on a honte de soi ou on a honte de quelque chose qui a été mis sur nous, bien, ça peut générer une perte de confiance en soi. Hein, la perte de confiance parce que, bon, on va se flageller, on va internaliser aussi, bon, tu sais, tout ce qui est auto-stigmatisation, hein, qu'on va se faire refléter que, ah, ben en fait, c'est parce qu'on est paresseux ou on est faible qu'on a ces difficultés-là ou qu'on a été pris en charge par ces services-là. Tu sais, on a tout ce volet-là, mais aussi perte de confiance en soi dans le sens qu'on se fait dire, bon, ben, tu sais, il y a tout le côté imprévisible de la santé mentale, comme quoi ça pourrait émerger à tout moment, puis que, donc, on se fait plus confiance. Les autres nous disent, ben là, regarde, là, tu ne te vois pas aller, ou fais-nous confiance, nous, on te voit comme on est supposé de te voir. Finalement, on se dit, ben, de moins en moins, on a confiance dans nos propres perceptions de soi. Un autre élément qui est ressorti, qui était très, très, très important, puis qui a été vraiment littéralement dit par toutes les personnes que j'ai interrogées, c'était la notion de vivre un jour à la fois. Hein, donc, c'était un espace, un rapport à la temporalité qui était comme réduit. Hein. Parce que là, on se disait, ben, tu sais, les gens me disaient, ben, écoute, il faut que je vive un jour à la fois, tu sais, parce que j'ai réussi ma journée aujourd'hui, demain sera une autre journée. Donc, vraiment, dans cette espèce d'espace de 24 heures qu'on traversait, mais ce 24 heures-là ne nous permet pas nécessairement de nous projeter dans l'avenir, d'avoir des projets à long terme, qui sont toutes des choses qui sont techniquement normales, hein, attendues de la société. La société s'attend, hein, les normes sociales, c'est qu'on ait des projets, on ait de l'initiative, mais là, ça vient un peu contrer, hein, cette normalité-là euh, par le fait que nous, ben, on réduit notre façon de concevoir notre vie à une journée à la fois. Donc, ça, c'est un autre élément qui fait que ça nous transforme. Notre rapport au temps se transforme. Puis, ultimement, ça nous amène à redéfinir nos barèmes de bien-être, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait sentir bien? Hein? Qu'est-ce qu'on a besoin pour se sentir bien? Puis peu à peu, ce processus-là va nous amener à, puis ça, on le verra plus tard dans la présentation, à faire que finalement, le bien-être va un peu être subtilisé par la stabilité. Donc, plutôt que de se dire, ben, qu'est-ce qui me fait sentir bien, qu'est-ce qui me rend heureux, ben, je renégocie ces frontières-là pour être plus axé vers la stabilité comme objectif. Hein? Stabilité des symptômes, stabilité de la vie, de la routine, etc. Puis ça, ben, entre autres, ce qu'on observait, c'est qu'une fois qu'on a redéfini nos critères nos barèmes de bien-être, bien souvent, c'est parce qu'on a internalisé des discours dominants, des discours qui nous voient comme une personne, par exemple, malade, plutôt que comme une expérience qui a comme une personne qui a des expériences qui diffèrent des autres ou qui ont des expériences intenses, qui ont une autre façon de concevoir la vie. Donc, on va internaliser ces discours-là dominants que j'ai appelés comme les discours biomédicaux, hein, qui nous regardent pour que finalement, on se reconnaisse à l'intérieur de ces discours-là, toujours dans un objectif de survivre, hein, puis d'être capable de fonctionner dans les limites que la société nous donne. Alors, tous ces éléments-là participent à la transformation de soi. Au niveau de la transformation du rapport aux autres, bien, ce qu'on observe, c'est que là, on commence à voir que on est surveillé par les autres. Hein, ce qui n'était pas nécessairement le cas. Les autres nous surveillent est-ce qu'on a des signes de décompensation? Est-ce qu'on a des signes de montrer que finalement, on répond bien aux attentes des interventions? Donc, on se sent soudainement comme surveillé. Puis, cette surveillance-là est toujours liée à le contrôle des comportements. Alors, avec cette surveillance-là, ben, il y a tout l'élément de pourquoi est-ce qu'on surveille? Bien, on surveille parce que ben, il y a une potentialité de dangerosité. Hein? Donc là, on va commencer à voir les autres qui nous voient comme étant potentiellement dangereux, entre autres par l'imprévisibilité des différents états de santé mentale.
Et puisqu'on est potentiellement dangereux selon les autres, ben, les autres ont mis en place tout un système judiciaire pour réduire le risque de dangerosité. Donc, on peut penser notamment à la loi P38 qui a été mise en place pour protéger les autres et la personne, mais qui, si on le regarde, qui est un retrait des droits quand même fondamentaux, là, puis qui sont des expériences, donc la judiciarisation, qui pour moi, à chaque personne ou presque que j'ai rencontrée, l'ont qualifiée comme étant traumatisante. Donc, cette situation-là, évidemment, c'est l'autre qui nous regarde comme potentiellement dangereux et qui nous fait vivre une judiciarisation qui peut être traumatisante. Le rapport aux proches aussi, comment on perçoit nos proches. Dans certains cas, les proches sont soutenants, aidants, puis sont là, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans d'autres situations, par exemple, la personne qui était un membre de sa famille était celle qui a enclenché le processus de judiciarisation en interpellant la police, en utilisant la loi P38 là, pour aller chercher une ordonnance d'évaluation psychiatrique. Donc, je ne suis pas en train de juger que les proches avaient d'autres alternatives, mais c'est quand même eux qui ont déclenché un processus qui est souvent très traumatisant pour la personne. Donc, la confiance qu'on avait dans nos proches, etc., peut être affectée par ce genre de situation-là. Il y a également avec le personnel soignant. Donc, le personnel soignant, à la base, on se dit, ben ces personnes-là sont là pour nous aider, pour nous soutenir, mais dans les faits, ce n'est pas toujours ça nos expériences. Des fois, c'est des personnes qui ne nous écoutent pas ou c'est des personnes qui nous perçoivent comme étant malades alors qu'on ne se perçoit pas nécessairement comme ça. C'est des personnes qui n'ont pas nécessairement le temps non plus de nous offrir ou de répondre à nos besoins. Il y a aussi tout le volet d'expert versus que le personnel soignant sait ce qui est bon pour nous, plus que nous-mêmes. Donc là, le volet, il y a un déséquilibre dans qui a le droit d'avoir le bon savoir, qui connaît mieux. Ça nous amène aussi à voir que finalement, les gens sont dans une situation où souvent, ils n'ont pas l'information nécessaire pour faire des décisions comme libres et éclairées. On ne leur offre pas nécessairement l'information sur c'est quoi les effets secondaires de la médication, pourquoi même on prend une certaine médication. Quel effet va avoir ces molécules-là sur nous? Quels sont les différents types de services qui seraient potentiellement accessibles? Est-ce qu'il y a des alternatives à la vision biomédicale de nos expériences? Donc, tous ces éléments-là, ben, les gens se trouvaient qu'il n'y avait pas, on ne leur donnait pas cette information-là. Un autre élément, puis ça a été très, très, très nommé, puis vraiment, je pense que c'est central à l'expérience. Donc, c'est l'absence d'écoute. Donc, les gens, puis ça, on peut faire un parallèle avec des concepts très à la mode en ce moment, dont l'injustice épistémique. Donc, l'injustice épistémique, c'est quand la personne tente de s'exprimer, soit qu'on ne l'écoute pas du tout, on l'ignore, ou on l'écoute, mais on ne l'écoute pas dans le but de la comprendre, ou on ne reconnaît pas le message comme il veut être envoyé. Par exemple, on peut s'imaginer un psychiatre qui va nous dire comment ça va. Est-ce qu'il va vraiment écouter ce qu'on va lui dire pour essayer de saisir nos besoins ou ils vont plutôt essayer de déceler dans notre discours des indices par exemple, on a un trouble quelconque. Donc, la personne essaie de s'exprimer pour être entendue, raconter son histoire, mais on utilise son discours pour la pathologiser. Donc, c'est cet élément-là de ne pas se sentir écouté. Par exemple, d'aller voir un psychiatre, puis le psychiatre nous donne 5 minutes, puis on sort avec un diagnostic, puis on n'a pas eu la chance de s'exprimer ou de dire comment on s'était senti. Mais ça, c'était des situations qui troublaient énormément les participants, puis qui faisaient aussi en sorte que là, ben, regarde, s'ils ne sont pas écoutés, ben, ils n'essayaient plus de parler non plus, parce que de toute façon, on ne les écoute pas quand ils essaient de s'exprimer. Donc, on comprend que ça change la façon qu'on voit les autres. On voit les autres comme des gens qui ne nous écoutent pas.
Le diagnostic aussi était quelque chose qui était quand même central à l'expérience, hein. Le fait, c'est qu'un diagnostic, c'est quelque chose qui est posé par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui essaie d'interpréter, si on veut, notre expérience pour la catégoriser. À la base, c'est un langage qui devrait être utilisé entre professionnels pour communiquer certaines informations, mais on le sait que ça peut prendre une dimension tout autre dans la vie des gens. Ça peut être vécu comme justement source de stigmatisation ou des fois, comme par exemple, plusieurs participants accumulaient les diagnostics, on avait 6-7. Donc, leur rapport, leur diagnostic, ils ne savaient pas trop quel utiliser, qu'est-ce qui représentait mieux leur expérience. Puis que finalement, ce qu'on observait, c'est qu'entre eux, les personnes qui ont des diagnostics, parlaient pas tant de quel diagnostic il y avait. Ils savaient juste que le diagnostic, ça les mettait tout ensemble dans la même catégorie, dans la catégorie de malades. Donc, c'était ça qui les rejoignait. Le diagnostic était partagé de cette manière-là, était utilisé pour se mettre dans cette catégorie-là, mais dans les faits, c'était difficile de trouver comment chaque diagnostic affectait l'offre de service, par exemple. Souvent, par exemple, dans le milieu communautaire, il n'y a pas nécessairement, bon, tel service pour tel diagnostic. Alors, les gens l'utilisaient pour communiquer entre eux, mais pas de façon aussi intense que moi, j'avais pensé au départ. Je pensais vraiment que ça serait un moment modulateur, là, vraiment, excessivement difficile pour tout le monde, mais ce n'était pas comme ça que c'est ressorti. Puis l'élément finalement, c'est qu'avec le diagnostic vient le traitement. Puis le traitement, dans la majorité des cas, était la médication. Et qui était très insatisfaisant pour la majorité des participants. Plusieurs n'avaient jamais eu accès à de la psychothérapie pour, par exemple, s'ils avaient vécu certains traumas, des choses comme ça. Donc ça, ce n'était pas du tout adressé. La réponse unilatérale était la médication. Souvent, l'effet de la médication n'était pas aussi glorieux qu'on voudrait bien le croire ou que le monde médical le présente, hein, avec les effets secondaires, avec le fait qu'il y a beaucoup d'essais d'erreurs, que ça ne va pas guérir rien, ça va transformer potentiellement, nous rendre plus normal selon les critères de la société, mais ce n'était pas une expérience qui était partagée par tout le monde. D'ailleurs, plusieurs personnes m'avaient expliqué qu'ils avaient cessé la médication puis qu'ils avaient trouvé des moyens alternatifs pour se sentir bien puis fonctionner. Finalement, puis après ça, ça va conclure là, la première partie là, le recap de l'autre conférence. C'était des éléments où ça transformait notre rapport à la société. Alors, comment est-ce que ça peut transformer le rapport à la société? Bien, d'une part, comme on a parlé tout à l'heure, bien, il y a comme une négation des droits fondamentaux. Hein, certains droits comme l'accès à l'information, comme obtenir des traitements qui sont adéquats aux besoins des personnes, comme justement de faire un choix libre et éclairé, etc. Ben là, les gens commençaient à percevoir que, hey, moi, là, à cause de mon diagnostic, à cause que j'ai été catégorisée comme ça, ben, je n'ai pas les mêmes droits que les autres citoyens, finalement. Puis que mes droits, hein, c'est comme une épée de Damoclès, à tout moment, on pourrait m'y retirer. Pardon. Ça l'engendre aussi, évidemment, une perte de confiance dans les institutions. Hein, parce que les expériences, comme que je décrivais tout à l'heure, ne sont pas nécessairement très positives. Donc, c'est ces institutions-là qui nous font vivre, finalement, ces expériences-là qui ne sont pas très positives. Donc, éventuellement, on commence à perdre confiance dans ces institutions-là parce qu'on n'est pas convaincu qu'ils veulent notre bien, finalement. Il y a également un autre élément qu'on va redéfinir, hein, parce que les contraintes de l'utilisation des services va faire en sorte qu'on va avoir besoin de redéfinir ce qui est normal pour nous. Hein, je vous donne un exemple. Par exemple, bon, ben là, on est dans une ressource d'hébergement, puis on n'a pas accès à notre carte de débit. Il faut demander l'autorisation à un intervenant pour obtenir sa carte de débit. Puis, ben, il faut faire un plan avec l'intervenant sur ce qu'on va faire avec notre carte de débit, donc sur quoi on va dépenser. Et là, si par exemple, on revient, puis bon, ben, on a acheté quelque chose qui n'était pas planifié, etc., ben, on risque de se faire punir. Donc, c'est-à-dire soit de retirer le droit d'utiliser sa carte de bancaire seule, soit, une perte de confiance des intervenants. Et donc, c'est comme une micro-punition, si on veut. Mais tous ces éléments-là, qui, tu sais, comme dans les faits, quand on se dit, est-ce que c'est normal pour un adulte de vivre ce genre d'expérience-là dans notre société contemporaine? Non.
Mais là, on va être obligé de redéfinir ce qui est normal pour que ça soit vivable, parce que c'est ce qui nous est imposé par les structures, les institutions. L'autre élément que j'ai noté qui transformait le rapport de soi, comme notre rapport à la société, c'était la notion de choix. Est-ce qu'on a vraiment un choix? Parce que souvent, les personnes me disaient, bon, ben, il m'offre un choix, mais c'est comme soit, je vais dans cette ressource-là qui ne répond pas du tout à mes besoins, puis au sein de laquelle je ne me sens pas particulièrement bien puis accueillie, ou la prison, ou une obligation de traitement. Ah, où c'était ça ou l'hôpital. Donc, les choix, c'était bon, on leur donnait des choix, mais c'était comme des choix limités. Donc là, toute cette notion-là prenait toute une ampleur de se dire, ben écoute, moi, j'ai comme presque plus de choix là, dans ma vie quotidienne. Puis finalement, un autre élément qui transformait son rapport à la société, c'est cette pauvreté-là qui était vécue par la majorité des personnes qui ont participé à mon étude. Une pauvreté que, je le rappelle, qui est instituée, hein, c'est-à-dire que la majorité des participants étaient bénéficiaires soit de l'aide de dernier recours ou des prestations d'aide sociale, etc. Donc, différents programmes qui sont de compensation financière, là, si on veut, là, entre autres avec la contrainte sévère, on va en parler tout à l'heure, qui nous mettent dans une situation de pauvreté. Puis on le sait très bien que la pauvreté, est comme la maladie mentale, est stigmatisée. Donc là, on se trouve dans une autre situation de stigmatisation, dans une difficulté de prendre part à notre société, d'avoir une citoyenneté pleine et entière du fait qu'on est dans une situation de pauvreté qui est générée par les décisions, les pouvoirs de la structure, donc de la société. C'est comme une pauvreté que la société accepte que ces personnes-là vont devoir vivre. Alors ça, c'était les différents éléments. Donc, mon bref, c'est que l'ensemble de ces épreuves, expériences, comme n'est pas vécu de manière identique, dans un ordre préétabli, avec la même intensité pour tout le monde. Mais ces moments modulateurs sont contraignants pour l'individu, hein, on peut le voir, puis ils vont contribuer à faire correspondre une part de leur personnalité, de leur comportement ou de leur fonctionnement quotidien à ceux qui sont désirés par l'institution. Donc, l'agencement de ces moments modulateurs-là va créer l'usager de services en santé mentale. En ce sens, l'expérience des moments modulateurs de la carrière, dont les composantes ont été décrites, façonne la personne afin que ses besoins et ses aspirations puissent être conformes aux attentes du réseau. Hein, puis ça, c'est ce qui s'éloignant d'une pleine citoyenneté, de la réappropriation du pouvoir, puis ultimement du bien-être. Alors, ça, c'était la première conférence. Hein. Là, je sais que c'était beaucoup d'informations, là. Hein. Ça, c'est quand même plusieurs chapitres de ma thèse. Mais là, maintenant, on va s'en aller. C'est maintenant qu'on a vu, bon, comment ça s'organise, dans les interactions directes, donc, comme au niveau micro, si on veut, social, hein, dans mes observations. Maintenant, bien, qu'est-ce qui fait en sorte que ces expériences-là peuvent exister? Hein? Pourquoi finalement? Puis qui décide que les personnes finalement vont vivre ces expériences-là? Alors, c'est évidemment, il y a plusieurs éléments macro-sociaux, à l'extérieur, si on veut, des relations, des interactions quotidiennes ou de la vie quotidienne. Mais moi, j'ai ciblé trois différentes grandes catégories liées à des ministères. Donc, à comment finalement l'État va organiser, va mettre en place certaines politiques, procédures qui va faire en sorte qu'au bout de la ligne, la personne va vivre ces moments modulateurs-là, ces expériences. Donc, c'est les relations de pouvoir qui traversent ces interactions-là micro. Alors, au début, je me suis intéressée, j'ai dit, le ministère de la Santé et des Services sociaux, qu'est-ce qui, dans son fonctionnement, pourrait générer ce genre d'expérience-là? Alors, un des éléments que j'ai mis en lumière, c'est le Lean Santé. Alors, qu'est-ce que le Lean Santé? Ça, c'est une approche de management, OK, qui découle de l'idéologie de la nouvelle gestion publique. Puis la nouvelle gestion publique, c'est une idéologie qui va promouvoir la productivité, la réduction des dépenses,
la standardisation des services, de la reddition de comptes, hein, toujours dans un objectif d'efficacité puis d'efficience. Mais si on s'appuie sur la littérature, ce genre d'approche de management-là que le ministère de la Santé et des Services sociaux a intégré officiellement dans ses modes de fonctionnement dans les années 2011 à peu près, quand ils ont commencé à travailler avec cette approche-là, bien, selon la littérature puis les recherches, c'est des pratiques de management qui sont vraiment peu adaptées aux services humains complexes, comme des services, par exemple, offerts aux personnes ayant des difficultés liées à leur état de santé mentale. Entre autres, un autre élément, c'est que ces types de management-là, donc toujours axés sur comme, OK, il faut que ça soit efficace, il faut faire plus avec moins, bien, ça va occasionner chez le personnel des risques accrus pour leur propre santé. Donc, ça, c'est des associations de travailleurs du réseau, par exemple, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, le regroupement des intervenantes du Québec, le syndicat des travailleurs du réseau, ont toutes décrié, hey, ces méthodes de management-là, ça fait en sorte que ça génère de la souffrance au travail. Ça génère des problèmes de santé mentale ou des risques de problèmes de santé mentale pour les travailleurs eux-mêmes. Alors là, ce qu'on se dit, on se dit, bien, pourquoi est-ce qu'il y a un système qui est supposé d'aller soutenir, hein, qui a été mis en place pour soutenir les populations qui rencontrent certains défis, certaines difficultés, vont offrir finalement des employés qui sont à bout, qui sont eux-mêmes souffrants, puis qui ne sont pas nécessairement, là, hein, tu sais, quand on pense, là, bon, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas d'écoute? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le temps? Bien, ça, ces éléments-là, ce n'est pas la personne, ce n'est pas le travailleur individuellement qui décide, moi, je ne t'écouterai pas, je ne te donnerai pas de temps. C'est la structure de l'institution qui va faire en sorte que le travailleur n'a pas le choix de travailler de cette façon-là parce que c'est ça qui lui est imposé par son institution, par des différentes règles de fonctionnement, etc. Donc, le Lean Santé, comme approche de management général qui est utilisée au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, on peut commencer à douter que c'est vraiment bon pour les personnes qui sont utilisateurs de services. Un autre élément qui est ressorti, c'est tout ce qui s'appelle les actes, hein, les actes réservés du personnel. Alors là, on observe qu'il y a une professionnalisation, hein, donc les professionnels deviennent de plus en plus spécialisés. Hein? Donc, ils vont avoir toute une série d'actes réservés. Alors que, par exemple, le médecin, lui, a certains actes réservés, les infirmières, les travailleurs sociaux. Donc, tous les différents professionnels ont comme le droit de faire certains actes qui sont souvent bien décrits ou bien définis par des ordres professionnels, etc. Mais là, on voit que comme est-ce qu'une personne qui a des besoins, est-ce que ces besoins entrent dans ces actes réservés-là, hein, dans ces procédures-là que le personnel va mettre en place? On peut penser, là, juste un exemple, comme un formulaire comme l'OCCI qui est utilisé par le réseau de la santé et des services sociaux pour évaluer, par exemple, les besoins, le niveau de besoin de service d'une personne âgée. Bien, c'est un formulaire un peu abstrait dans lequel on remplit des informations. Puis là, après ça, bien, le formulaire nous dit, bon, bien, la personne est cotée 1, elle devrait avoir accès à tel nombre de services. Puis, bon, sachant que j'ai travaillé avec plusieurs travailleurs et travailleuses sociaux qui vont me dire, bien, souvent, écoute, ça ne correspond pas à notre évaluation professionnelle. Donc, il y a tout ce volet-là de l'expertise clinique, si on veut, ou le jugement professionnel qui devient de plus en plus distant. Alors, encore une fois, on se questionne, bien, ces personnes-là, c'est quoi leur pouvoir réel dans leurs interventions avec les personnes? Comment est-ce qu'ils sont capables de répondre aux besoins s'ils sont si limités dans leurs actes? Un autre élément qu'on voyait aussi beaucoup ressortir de ça, c'est que ça place le savoir des experts, donc des professionnels, vraiment au-dessus du savoir d'expérience, donc du savoir de la personne sur soi et de ses besoins. Il y a comme une grande hiérarchisation, hein, qui se crée par cette surspécialisation-là des savoirs.
encore à la travers de, de- du ministère de la Santé et des Services sociaux, ben, ce qu'on voit, c'est que ben, il y a vraiment une grande importance ou une survalorisation des savoirs des médecins. Hein, les médecins sont souvent au pouvoir, vont prendre beaucoup de place, hein, vont vraiment diriger les interventions. Donc, c'est un savoir qui est comme survalorisé. Mais pourquoi il est survalorisé? Ben, c'est au-delà comme du fonctionnement du ministère, ben, on est en ce moment, si on regarde le fonctionnement global de la société, on est dans une espèce de forme de médicalisation de la société. Tu sais, aujourd'hui, tout est santé. On s'appuie beaucoup sur le savoir médical pour trouver des solutions, même des solutions aux enjeux sociaux. Hein, on dit souvent la médicalisation du social. Hein, on va regarder les choses en termes de traitement, de diagnostic, plutôt que de le voir avec une approche plus des sciences sociales, par exemple. On a aussi des outils qui sont très populaires comme le DSM, hein, qui, comme on parlait, qui est le livre là, qui nous permet, qui décrit les différents diagnostics psychiatriques, puis qui sont utilisés par les médecins ou les psychologues pour poser un diagnostic. Hein. Donc, ça va nous donner certaines caractéristiques, certains éléments très normés, là. Puis, si la personne accouche un certain nombre de ces éléments-là, ben donc, elle obtient tel diagnostic. Mais c'est un langage finalement professionnel qui essaie de catégoriser l'expérience psychique des personnes. Hein. Puis, on le sait que la réussite de ça n'est pas toujours très, très bonne. Hein? Puis quand professionnel, quand une personne nous raconte qu'elle a 7 diagnostics qu'elle a obtenus par les 7 différents professionnels qu'elle a vus, bien, on se dit, tu sais, ça n'a pas l'air d'être un outil qui est toujours très, très précis. Mais on voit que ça se répand beaucoup, puis c'est utilisé même par des professionnels qui, techniquement, n'ont même pas le rôle d'effectuer le diagnostic. Donc, ça se transfère dans le langage des professionnels. Puis, il ne faut pas oublier qu'en arrière de tout ça, associé avec le fait, c'est l'augmentation des diagnostics, bien, ça nourrit l'industrie pharmaceutique. Hein, parce que l'industrie pharmaceutique dépend finalement de ces diagnostics-là parce que, comme on a vu, bien, souvent le traitement qui est proposé, c'est médical. Donc, eux sont capables de bien s'enrichir avec le fait qu'on augmente le nombre de diagnostics ou on pose des diagnostics sur de plus en plus de personnes, hein, dans la société. Donc, on peut appeler ça un peu comme la marchandisation de la santé. Donc, c'est différents éléments, hein, qui sont hors de l'expérience de la vie quotidienne, mais qui vont affecter finalement les gens, là, parce qu'il y a une industrie là, en arrière de ça là, qui veut pousser la population à consommer ces médicaments-là pour qu'eux-mêmes s'enrichissent. Donc, ces différentes dynamiques sont à l'extérieur de nous, mais qui nous affectent dans notre vie quotidienne sans qu'on en ait nécessairement conscience. Finalement, un autre élément que j'ai pu observer, c'est que l'autonomie du milieu communautaire ben, est mise en péril. Hein, c'est-à-dire que hein, c'est toujours une lutte pour le milieu communautaire de maintenir son autonomie, hein, parce que le réseau veut souvent l'absorber. Hein, veut souvent que ça soit finalement des services qui sont tout à fait alignés avec leur façon de percevoir la santé mentale, par exemple, puis les besoins des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, tandis que le milieu communautaire n'a pas vraiment cette approche-là de hiérarchie top-down, mais ils veulent plus aller bottom-up, hein, comme ils veulent plus aller du bas jusqu'en haut. Alors, les besoins qui peuvent émerger ne sont pas nécessairement les mêmes. Puis, ben, il y a beaucoup d'assauts sur le milieu communautaire pour essayer de devenir des extensions du réseau institutionnel. On peut penser, par exemple, là, à l'exemple des ententes de services qui vont dire, par exemple, aux organismes communautaires qui les acceptent, ben voici, vous avez besoin de voir tel nombre de personnes, de les accompagner. C'est sûr qu'il y a des marges de manœuvre, mais on va comme dire, ben, on vous donne de l'argent, on va vous financer, mais il faut que vous répondez à nos attentes pour être financé. Donc, nous, on veut que vous accompagniez tel nombre de personnes. Nous, on veut que vous offriez, par exemple, du soutien à intensité variable, mais vous devez suivre les règles avoir votre accréditation, avoir, etc., pour qu'on puisse vous financer. Donc, c'est comme des ententes là, qui viennent un peu affecter tout le volet le plus créatif, plus flexible du milieu communautaire. Un autre élément qu'on voit dans le milieu communautaire, c'est l'augmentation de la reddition de comptes. Donc, on leur demande de produire de plus en plus de statistiques.
Donc, de quantifier, d'aller pour pouvoir obtenir les financements puis les maintenir. Alors ça, pendant qu'on est en train de faire des statistiques, ben, on n'est pas nécessairement non plus en situation d'intervention. On n'est pas nécessairement en train de répondre aux besoins de la population. On est en train de compiler des statistiques pour répondre aux critères du réseau institutionnel pour qu'on soit financé. Puis, ben, on le voit aussi par exemple, un autre exemple, ça serait le resserrement des critères d'admissibilité au service communautaire. Donc, moi, quand j'étais dans mon terrain de recherche, ce que j'ai observé, c'est que, par exemple, il y avait des organismes qui exigeaient que la personne ait un diagnostic psychiatrique pour pouvoir utiliser leur service. Puis, évidemment, quand je leur ai posé la question, ben, pourquoi, vous demandez ça techniquement, la personne a-t-il vraiment besoin, si la personne elle reconnaît qu'elle a des difficultés et elle a besoin de soutien en santé mentale, ben, est-ce qu'elle est nécessairement obligée d'aller voir un médecin pour obtenir un diagnostic? Je trouve que, je trouvais ça un petit peu contradictoire. Mais, eux, ils me disaient, oui, mais maintenant, c'est comme parce qu'on est, c'est des conditions pour obtenir notre financement, Alors là, parce on a besoin, de valider ça pour pouvoir obtenir, par exemple, certains fonds là, qui sont associés. Alors, on voit alors justement, ça, c'est comme la façon que, le ministère s'insère dans le communautaire. Maintenant, un autre élément, ben, on a le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale. Alors là, j'ai deux exemples là, de choses qui sont ressorties. Premièrement, ben, la contrainte sévère à l'emploi. Alors, la contrainte sévère à l'emploi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une prestation augmentée, hein, c'est-à-dire qu'on obtient peut-être quelques centaines de dollars de plus que si on était sur vraiment l'aide sociale de base, là. Mais c'est quand même sous le seuil de la pauvreté. Hein. Donc, on n'amène pas vraiment les gens, malgré que ces gens-là ont été reconnus comme inaptes au travail, selon une lunette médicale. Hein. Et on va les mettre dans une situation de pauvreté institutionnalisée. Puis l'autre élément, ben, c'était tout le défi pour obtenir cette contrainte sévère à l'emploi. Donc, des personnes qui vivaient des difficultés réelles là, de trouver un emploi, de le maintenir, qui avaient des difficultés vraiment au niveau de leur santé mentale qui étaient importantes, puis qui auraient besoin d'avoir un soutien financier parce qu'ils étaient dans une situation possiblement temporaire, mais d'incapacité au travail. Ben là, ça, c'était la lutte du combattant pour essayer de démontrer puis de prouver qu'on méritait d'obtenir la contrainte sévère à l'emploi. Alors, moi, j'ai accompagné, par exemple, plusieurs personnes qui s'étaient fait refuser leur contrainte sévère, malgré que des intervenants, malgré qu'un médecin avait comme appuyé leur demande. Alors là, on retournait, on allait en appel, j'étais allée en appel avec les personnes, je les ai accompagnées dans tout leur processus, puis c'était pas tout le monde qui, malgré qu'il allait en appel, réussissait à obtenir ce petit gain financier-là pour les soutenir. Puis quand on fait le lien, on sait que la pauvreté, c'est pas très bon pour la santé mentale. Hein. Donc, il y a comme ce volet-là, un petit peu de contradiction. Là. Un autre élément qui ressort du ministère, ben, c'est tous ces programmes qui vont, comme moi j'appelle ça, l'employabilité de seconde classe, finalement. Donc, on va mettre en place des programmes. Dans le temps, quand j'ai fait mon terrain, ça s'appelait les Passes Actions, qui était, par exemple, un supplément, je pense, de 150 $ de plus par mois pour jusqu'à 20 heures de travail par semaine. Donc, c'est sûr que ça dépendait. Là, il y avait une évaluation là, par personne, mais certaines personnes travaillaient 20 heures par semaine pour recevoir 150 $ de plus par mois. Alors, moi, je considère que c'est une forme de travail qui est largement sous-payée, sous-valorisée, hein, parce que c'était souvent différents emplois que les gens allaient prendre, soit dans des organismes communautaires ou dans des entreprises, etc. Puis souvent, ce que j'observais, c'est que ben, ces choix-là de postes qui étaient offerts ben, s'éloignaient souvent des aptitudes ou des intérêts des personnes. Donc, ce n'était pas nécessairement un emploi qui leur permettait là, une forme d'épanouissement ou de bien-être, finalement. Finalement, on va aller regarder le ministère de la Justice. Alors, j'ai mis en lumière deux éléments, probablement que j'en ai parlé justement là, dans la première section de la conférence. Alors, on a les hospitalisations involontaires puis les refus de traitement. Donc, le ministère de la Justice a mis en place, la loi P38, hein, une loi qui vise à protéger les personnes d'elles-mêmes ou protéger les autres d'une personne qui serait dangereuse pour autrui.
Mais comme on le sait, cette loi-là, là, il y a des dérives innombrables dans son application. C'est des expériences qui sont souvent qualifiées de traumatisantes où des gens ont vécu toutes sortes de mesures de contrôle parce qu'on se trouve dans une situation où on est interné de façon involontaire dans un hôpital ou un centre de soins pour une période qui est décidée, tu sais, qui varie là, avec les différents types de garde, mais qui peut être quand même sur une longue période de temps où techniquement, on ne reçoit pas de soins. Hein, c'est juste qu'on est interné dans un hôpital pour un certain nombre de temps pour qu'on se fasse surveiller au cas pour évaluer si la personne est dangereuse ou pas. Mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation dans ce genre de situation-là d'obtenir des traitements. L'autre élément que je remarquais dans mon traitement, dans mon terrain de recherche, c'était que, bon, ben, des fois, les gens, il y avait eu l'application d'une loi P38 pour un comportement qui était plutôt inquiétant que dangereux ou un comportement qui était plutôt dérangeant que dangereux. Donc, d'où hein, l'espèce de flou associé à la notion de dangerosité là, potentielle. Puis si les personnes, par exemple, ont été mis ils ont vécu l'application de la loi P38 puis sont hospitalisés à ce moment-là, bien, s'ils refusent les traitements qui leur sont proposés, hein, qui est un droit de refuser les traitements, bien, l'établissement peut décider d'aller chercher une autorisation judiciaire de soins et d'hébergement pour imposer la consommation là, de médicaments, parce que techniquement, même si c'est supposé d'être un traitement, mais on sait que dans la majorité des cas, c'est uniquement la prescription d'un médicament, puis une espèce de forme de surveillance là, de la prise de médication. Puis aussi, de plus en plus, on voit là, avec une imposition comme le choix de l'établissement où la personne peut résider. Et le refus de traitement, ce qu'on voit souvent, c'est que dans le milieu, ils vont dire, ben, dans le fond, le refus de traitement, c'est le symptôme d'une maladie. C'est parce qu'on ne reconnaît pas notre maladie. Si on ne reconnaît pas notre maladie, bien évidemment, on va refuser le traitement. Donc, pour le bien de la personne, on va lui imposer un traitement parce qu'en ce moment, elle ne peut pas faire ce genre de décision-là. Elle est dans une situation d'inaptitude. Alors, ça aussi, c'est un élément qui fait vivre plusieurs des moments modulateurs que j'ai discutés tout à l'heure, bien, qui découlent de ces deux lois-là ou de ces deux programmes-là. Alors, pour conclure, hein, j'arrive à la fin, inquiétez-vous pas, là. Je m'en viens dans les dernières. Je sais que c'est toujours trop long, mais c'est dur de faire toute une thèse en 45 minutes, 1 heure. Alors, ce qu'on observe, en fait, c'est que j'ai pris un petit extrait là, de mon livre là, pour montrer que c'est comme si, là, on voit que l'objectif de tout ça, c'est la stabilité à tout prix. Alors, j'écris que le prix d'être malade est d'avoir à se soumettre à une restructuration identitaire extrêmement souffrante, menant dans la majorité des situations à une existence amoindrie, à une citoyenneté amputée, à une quête sans fin d'une stabilité psychique. Donc, pour les personnes qui sont psychiatrisées, hein, j'utilise le mot personne psychiatrisée parce que quand je dis personne psychiatrisée, c'est une personne, dans le fond, qui a reçu un diagnostic, qu'on a psychiatrisé. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a fait cette décision-là pour nous. Donc, on a été psychiatrisé par le médecin, par le psychiatre, par les structures des services en santé mentale, etc. Donc, pour les personnes qui ont été psychiatrisées, la stabilité occupe maintenant le même rôle salutaire que la santé pour la population générale. Donc, on ne veut pas nécessairement, on cible donc la stabilité à tout prix. Hein? Puis la stabilité des symptômes, c'est ça qui devient la cible de l'intervention et non nécessairement le bien-être des personnes. L'objectif devient de neutraliser ce qui dévie des normes comportementales et affectives. Alors là, ça nous ramène à la question qu'on se posait, est-ce qu'on peut se dire, avec tout ce qu'on a vu, l'ensemble des moments modulateurs qui vont créer finalement la carrière des personnes utilisatrices de services en santé mentale,
et les transformations identitaires que ça va générer par le contact, hein, puis par l'expérience de ces moments modulateurs, est-ce qu'on est dans une réactualisation des constats d'asile de Goffman? Est-ce qu'on peut se dire que malgré que l'hôpital, que l'asile n'existe plus en tant que tel, puis qu'on est plutôt dans une structure où il y a de multiples différentes institutions, de multiples services, donc plus comme un dispositif de service, hein, en santé mentale plutôt qu'une seule institution comme l'asile, est-ce qu'on finalement, on ne se retrouve pas un peu dans la même dynamique, mais dans un cadre un peu différent? Alors, c'est un peu ce que moi, je constatais en regardant que finalement, les choses n'ont pas tant changé malgré la désinstitutionnalisation. Alors, ce que moi, j'ai fait un petit constat finalement que, ben, qu'est-ce qui se passe dans cette transformation-là identitaire? C'est quoi l'objectif de l'institution pour essayer d'amener cette transformation identitaire-là? Alors, au départ, ben, moi, je les classifiés en comme 3 différentes catégories. Donc, il y a le soi à risque, le soi risqué, puis le soi docile. Donc, c'est un peu sur un continuum. Donc, il faut se dire que les gens, tout le monde va pas nécessairement de le vivre de A à B. Il y a des gens qui vont toujours se promener entre les deux. Ils vont être plus d'un côté à un moment, plus d'un côté dans d'autres. Donc, ce n'est pas quelque chose de statique, là. Mais le soi à risque, c'est un peu le soi, dans le fond, l'identité avant d'être prise en charge par les services en santé mentale. Donc, c'est l'identité qui est à risque d'être psychiatrisée, si on veut. Donc, à ce moment-là, on n'a pas encore cette étiquette. On est encore dans un certain rapport à nous-mêmes qui ne dépend pas finalement de tout l'arsenal. Donc, c'est le avant la carrière. Donc, c'est un soi qui est à risque. Ensuite, à l'autre côté du continuum, on a ce qui finalement, un peu l'objectif des services, c'est de créer le soi docile. Donc, l'identité qui a internalisé toutes les perceptions qu'on a d'elle, qui respecte les traitements de manière, tu sais, comme docile. Oui, vous avez raison, qui a internalisé le regard des autres, puis qui se perçoit comme tel. Mais ça, évidemment, je vous dirais que j'en ai pas rencontré beaucoup là, de personnes là, qui auraient eu là, cette identité-là là, complètement transformée à la lumière de ce que les services veulent que la personne soit. Donc, le bon patient, si on veut. La majorité du monde se situait, puis la grande majorité se situait sur le soi risqué. Puis le soi risqué, c'est celui sur lequel, dans le fond, le réseau doit agir avec le plus de force pour essayer de le transformer en soi docile. Donc, c'est un soi qui va vivre la judiciarisation, qui va vivre un manque d'écoute, qui va vivre. Donc, on va le faire passer à travers tous ces moments modulateurs-là parce que l'objectif, c'est de les amener à un soi docile. Mais les gens ne sont pas nécessairement passifs, hein? C'était une des choses que je remarquais. Donc, les gens vont combattre, hein, vont essayer de combattre, vont refuser de prendre leur médication, puis vont subir les conséquences. Ils vont refuser de reconnaître le diagnostic qui leur est apposé. Ils vont faire des démarches de défense de droit. Donc, tu sais, évidemment, peu de monde vont... la structure ne va pas réussir à enlever l'agentivité complètement. Les gens sont quand même, tu sais, ils ont des discours engagés, puis ils sont révoltés par rapport à la situation qu'ils vivent dans une large proportion. Alors, pour conclure, moi, ce que je proposais dans mon livre, en fait, c'est de dire, ben pourquoi, c'est pas faire, pour pas que les interventions, parce que moi, je parlais plus spécifiquement aux travailleurs sociaux, hein, étant donné que j'ai fait une thèse en travail social, mais pourquoi pas cibler la conscientisation, hein? Pourquoi pas avoir une approche liée à la conscientisation des personnes qui sont dans les services en santé mentale pour leur offrir un soi collectif. Hein? Donc, une identité qui serait pas risquée ou qui serait pas complètement qui se transformerait, mais qui se transformerait dans une façon
qui est axé sur l'empowerment, sur la reconnaissance des oppressions qui sont vécues, sur un sentiment d'appartenance différent à la société, le rôle qu'elles peuvent jouer, etc. Donc, moi, c'est ce que je proposais. Je me dis, mais tu sais, la conscientisation, c'est une lutte commune. Puis ça nous permet aussi de développer finalement un soi qui risque d'être plus positif parce que c'est un soi qui est collectivisé. C'est un soi qu'on a ensemble, les personnes qui vivent ce genre de situation en tant qu'utilisateurs de services en santé mentale. On a une force commune, on est capable de se rassembler, puis on est capable ensemble aussi de faire changer certaines choses pour éviter puis pas accepter ce phénomène-là que moi, j'ai mis en lumière finalement dans ma thèse. C'est ça. Donc, période de questions-discussions. J'espère que je ne vous ai pas trop noyé d'informations. Je sais que c'est beaucoup, là, mais Oui, j'ai bien essayé de mon mieux de synthétiser. Donc, je vais juste arrêter de partager l'écran. c'est en effet très, très riche, Catherine. Merci beaucoup. Merci pour ta présentation. Il nous reste environ une vingtaine de minutes avant de clore cette rencontre-là. Fait qu'on va prendre les questions. Moi, j'ai trouvé ça très riche dans ta présentation, comment tu as bien mis en lumière, je pense, les différents vécus qui peuvent avoir lieu en psychiatrie, mais dans les soins en santé mentale, dans les services en santé mentale en général. Je trouve que tu montres bien comment les conditions dans lesquelles on se retrouve, que ce soit les programmes, que ce soit les types de relations qui se vivent, mais ça va changer notre identité, ça va changer la manière dont on se définit. Puis je trouve que ce que tu présentes, ça touche beaucoup la question de la liberté qu'on peut garder malgré les contraintes. C'est quoi la liberté qu'on garde pour se définir soi-même, pour continuer à pouvoir donner nous-mêmes du sens à notre expérience qu'on vit? Quand on vit une crise, quand on vit une situation difficile, une situation d'intensité. Je trouve qu'il y a une résistance là-dedans que tu nommais, comment les gens refusent cette définition-là par l'extérieur d'une certaine façon, puis veulent garder une part de définition de soi. Puis je trouve que l'image que tu donnais au début avec les photos, tu sais, les gens qui montent la photo puis qui se racontent le mois d'avant, peut-être c'est un mois où ils décident ce qu'ils racontent sur eux, puis ils décident la manière dont ils le racontent. Puis c'est un espace où ils peuvent se raconter avec le sens qu'ils donnent à leur propre parcours. Tu sais. Puis c'est ça qui fait peut-être que en tout cas, c'est un espace où il y a plus de bien-être aussi parce qu'on sent qu'on a de la liberté un peu plus dans cet espace-là. Tu sais, même si on n'est jamais complètement privé de cette liberté-là. Je ne ferai pas plus de commentaires parce que je vais laisser la place aux questions. Je vais passer la parole à Céline Cyr qui est là. Et je vais arrêter l'enregistrement parce que je voulais laisser aux gens vraiment la liberté de commenter librement. Fait que je vais arrêter l'enregistrement maintenant et je passe la parole à Céline.